Namasté, je suis Sandrine Muller-Board. Aujourd'hui, je vous propose de vivre l'ambiance live d'une conférence dont le sujet est « Pourquoi est-ce que la vie me fait souffrir alors que j'aspire à être zen ?» Ou en d'autres termes, comment trouver l'équilibre dans un monde de dualité. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » en bas à droite de l'image afin d'être prévenu librement de la sortie de mes prochaines vidéos. La conférence commence maintenant. Il n'y a pas de hasard et si vous devez tomber justement sur cette conférence, c'est parce que c'est le moment pour que vous entendiez ça. Bon, alors, qu'est-ce qui a motivé cette conférence? Ce qui a motivé cette conférence, c'est que j'ai dernièrement, enfin j'en vois souvent, mais là dernièrement il y en avait beaucoup, c'est ça qui m'a titillé, beaucoup de personnes que je connais bien, qui viennent me voir et qui travaillent sur elles-mêmes, qui connaissent bien toutes les notions de spiritualité, qui font tout pour être zen, qui méditent, qui s'ancrent, qui font des relaxations, et puis donc qui aspirent à une espèce de zénitude, et puis qui me disent « Mais Sandrine, je passe mon temps à vivre des galères dans la vie, qu'est-ce que j'ai pas compris? Est-ce qu'il y a un truc à comprendre et comment ça se fait que du coup je sois pas zen alors que je passe ma vie à essayer d'être zen ?» Donc, pour répondre à cette question, il va falloir que je vous explique que c'est une histoire de chiffres. Cette histoire de chiffres, ça commence avec le chiffre 1. Alors là, il faut que vous me suiviez, et puis vous n'hésitiez pas à me poser des questions si vous ne me suivez pas. Le chiffre 1, c'est le chiffre du grand tout et de tout ce qui est, le chiffre de Dieu. Le chiffre 1, le grand tout et tout ce qui est, il a au départ été juste le grand tout et rien d'autre. Il n'y avait pas de référence extérieure. Donc le grand tout ne pouvait pas se connaître, parce que pour se connaître, il faut une référence extérieure, normalement. Mais comme il est tout ce qui est, il ne peut pas se connaître. Donc tout ce qui est était quelque part rien. Alors, tout ce qui est a voulu faire l'expérience de lui-même. Comment il fait l'expérience de lui-même s'il est tout et qu'il n'y a rien d'autre? La seule solution qui était possible, c'était de se diviser en tout ce qui existe. En se divisant en tout ce qui existe, le grand tout, ou Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, a créé le chiffre 2, le monde de la dualité, le monde du manifesté, le monde des choses qu'on voit. Ça veut dire que, en créant ce monde de la dualité, le grand tout, il a pu créer ceci ou cela, ou ni ceci ou cela, ou le grand tout, il a pu être ici ou là, ou ni ici ni là. C'est super important que vous compreniez cette notion parce que le rien ou le ni qui est entre ceci, cela, ou ici et là, c'est aussi le grand tout. C'est-à-dire que le grand tout, ou Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, il est ce qu'on appelle le manifesté, ce qu'on voit concrètement, mais il est aussi dans le non manifesté. J'en viens donc à mon chiffre 2. Pour pouvoir faire l'expérience de qui il est, le grand tout, il a dû justement créer un monde matériel dans lequel il y avait la dualité. Je vous explique. La dualité, c'est des notions qui font que cette notion ne peut être véritable et vraie que avec son contraire. Par exemple, je vous donne des exemples de dualité. Chaud-froid, rapide-lent, grand-petit, gros-maigre, haut-bas, droite-gauche, ombre-lumière, maladie-santé, lâcheté-courage, contrôle-lâcher-prise, amour-haine. Il y a l'ultime dyade mâle-femelle, yin-yang, et on peut même dire les énergies yin, c'est la terre-mère, et le yang, on dit c'est le cosmos ou le Saint-Père. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette dyade dans le monde du plan 2? Ça veut dire qu'une chose ne peut être comprise que par son contraire. Ces notions-là, elles sont attachées à leur contraire. On ne peut pas les dissocier. C'est comme deux pôles sur une règle. Par exemple, chaud-froid, vous aurez le chaud d'un côté, vous aurez le froid de l'autre, mais il y a toutes des degrés entre les deux
où on va pouvoir se situer. D'accord? Et pour chaque notion, par exemple contrôle, lâcher prise, ce sera exactement la même chose. Vous avez les deux pôles, mais on peut se situer un peu partout sur la réglette entre ces deux pôles. Dans la notion de la dualité, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas une troisième notion qui peut arriver, c'est que c'est ou l'un ou l'autre. Alors, pour vous donner l'exemple de comment ça fonctionne cette notion de la dualité, je vais vous donner l'exemple du bain. Si je vous dis, est-ce que ce bain est chaud? D'accord? Comment vous allez faire pour savoir si un bain est chaud? Vous allez tremper la main dedans et dans votre tête, vous allez évaluer et comparer avec la fois où vous êtes pelé les fesses en rentrant dans un bain froid et la fois où vous êtes ébouillanté et que vous êtes ressorti rouge comme une écrevisse. C'est-à-dire que pour me dire oui Sandrine il est chaud ou non il est froid, vous n'avez pas d'autre choix que d'être passé par l'expérimentation et d'être passé par les deux pôles pour pouvoir après vous situer sur une réglette et dire moi par rapport au bain je me situe ici. Maintenant mon fameux bain, cette température dont je vous parle, si je la transpose dans un thé et que je vous pose la question, je vous dis est-ce que ce thé est chaud? Bah, vous conviendrez que vous allez tous dire en même temps bah non. Pourquoi? Parce que vous vous redéplacez sur la même réglette. C'est-à-dire que mentalement, cette fameuse température, vous allez de nouveau la comparer à la fois où vous avez fait un thé qui était dégueulasse parce qu'il était froid, et la fois où vous êtes brûlé qu'un thé, donc vous êtes en train de vous déplacer sur la réglette. D'accord? J'en reviens à mon histoire du grand tout, si on pousse cette logique. Je vous avais dit que le grand tout, il s'était divisé en plein de petits tout, en plein de parcelles de lui-même, pour faire l'expérience des choses. Vous êtes une étincelle du grand tout. Vous êtes comme une goutte d'eau sortie de l'océan. Donc, quand vous étiez une âme là-haut, tout comme le grand tout, vous aviez la possibilité de faire de manière conceptuelle toutes les expériences que vous vouliez. Vous pouviez vous dire, moi, je peux être partout en même temps, et puis je peux imaginer c'est quoi l'amour. Vous pouvez imaginer des tonnes de scènes d'amour. Puis vous pourrez très bien dire, je peux imaginer c'est quoi la chaleur. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez une âme? Vous avez commencé à vous faire suer grave là-haut en vous disant, mais c'est bien d'imaginer, mais un jour, j'aurais peut-être bien sentir ce qui se passe en vrai. C'est bien beau d'imaginer l'amour, mais moi, je vais en faire l'expérience. Donc, vous avez demandé à vous incarner dans un corps pour vivre. C'est quoi l'amour? Ça veut dire quoi, vivre l'amour? Ça veut dire l'imprimer dans son corps. Ça veut dire utiliser ses 5 sens, concrètement, pour savoir c'est quoi de prendre quelqu'un dans ses bras, mais en même temps, pour vivre, c'est quoi le cœur qui se serre parce qu'à un moment, on est triste d'avoir quitté quelqu'un. On est de nouveau dans l'expérimentation avec les deux pôles, d'un côté et de l'autre, et se situer sur les deux. J'en reviens au fait que pour éprouver qui vous êtes au fond de vous, pour faire l'expérience de qui vous êtes, vous n'avez pas d'autre choix que de faire aussi l'expérience de qui vous n'êtes pas. Parce que vous devez vous situer à chaque fois, quelle que soit la notion que vous aurez choisie, sur les deux pôles, c'est obligatoire. On ne peut pas se mettre sur une réglette en ne connaissant qu'un seul pôle, parce que si je reprends la métaphore du bain, c'est parce qu'un jour vous vous êtes refroidi que vous savez qu'un bain est chaud, ou l'inverse. Donc c'est exactement la même chose pour toutes les expériences de la vie. Ce qui m'amène à une notion très particulière. Le monde du manifesté, le monde du chiffre 2, le monde de la dualité ou de la dyade, c'est comme un sac de pièces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie de tous les jours, vous allez comme tirer une pièce pour dire « moi, c'est mon sujet du moment, c'est mon problème du moment ». D'accord? Et puis, ce problème du moment, comme c'est une pièce recto-verso, vous allez devoir vivre les deux. Tout comme l'histoire de la chaleur. Vous allez devoir vivre les deux pôles pour vous situer sur la réglette. D'accord? De toute façon, dans le monde du manifesté, il faut savoir que tout a un recto et verso. Si vous regardez bien, les feuilles ont des recto verso, d'accord? Mais au-delà de ça, même par exemple quelque chose de rond, une sphère, elle a un recto parce que c'est la face visible, mais derrière il y a un verso qui est invisible aussi. Donc en réalité, dans le monde du physique, tout a un recto verso. D'accord? Tout fonctionne par deux, tout le temps. Vous regarderez bien.
Alors, le truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on attire une pièce, quand on a tiré une pièce dans le sac de la vie, dans le sac des expériences de la vie, vous allez devoir vivre les deux. La notion qui vous plaît, que vous avez envie de vivre, mais pour vous situer, vous avez besoin de vivre le contraire. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais parler du problème du respect. Si, par exemple, votre problème, ou en tout cas ce que vous avez envie d'expérimenter, quand vous étiez là-haut, vous êtes descendu, vous avez dit, moi, un jour, ça me plairait de connaître la notion du respect. Donc, vous allez tirer la pièce respect dans le sac. Mais si vous tirez la pièce respect, vous allez attirer forcément ce qu'il y a derrière, qui peut être l'irrévérence ou l'humiliation. D'accord ? Philippe, lui, quand il était petit, son père bossait énormément et il a été ni vu ni entendu. Et en plus, son père était, une éducation à l'ancienne où on utilisait plus le bâton que la carotte. Et donc son père n'arrêtait pas de lui dire « t'es qu'un tocard, t'arriveras jamais à rien » et tout ça. Donc quand il est devenu adulte, il n'avait qu'une envie, c'est d'être respecté. Et donc, qu'est-ce qu'il est devenu? Un homme respectable. Sa notion à lui, ce qu'il veut absolument éprouver, c'est le respect. Donc ça veut dire que mon mari, c'est un homme formidable. Ça veut dire qu'il va me tirer la chaise, il va m'ouvrir la porte. Dans le métro, quand les gens passent, mais allez-y madame, je vous en prie. Là, on est sur une phase de la pièce. Sauf que si quand il ouvre la porte du métro à la dame et qu'elle est dans ses pensées et qu'elle est dans le téléphone, on retourne la pièce. Et d'un seul coup, ça crée quoi chez lui? Ça crée une colère énorme parce que d'un seul coup, il s'est senti nié. Il s'est senti pas respecté. Donc, il va être super cinglant, il va dire « mais je vous en prie, ça me fait plaisir, surtout dites pas merci ». Enfin, bon. D'accord? Pourquoi? Parce que il est en train de se situer sur cette règle-là, en fait, du respect. Pareil, quand il roule en voiture, c'est un homme respectable, donc il va respecter les règles. C'est son truc. Bon, maintenant, il y a un mec qui lui fait une queue de poisson. Mais alors là, il va être furax. Il va être furax pourquoi? Parce qu'il va croire que le mec ne le respecte pas. Mais le gars, dans sa voiture, mais il n'a aucune idée des états d'âme de mon mari. Lui, il est dans sa vie, dans son truc, il fait pas ça pour l'emmerder. Donc c'est là qu'on comprend que ça va super loin, hein, la notion, la pièce qu'on a tirée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pièce que vous aurez tirée dans le sac de pièces, c'est votre sujet du moment. Si votre sujet du moment, c'est d'être gentil, moi, j'ai à cœur d'être une personne gentille, eh bien, il y a fort à parier pour que vous passerez votre temps à vous dire « je vis dans un monde de méchants ». Pourquoi? Parce que c'est votre cheval de bataille. Si votre cheval de bataille, c'est la gratitude, je veux éprouver de la gratitude, je veux remercier les gens, je veux vraiment leur montrer la valeur qu'ils ont à mes yeux. C'est une attitude super noble. Mais vous allez vivre quoi au quotidien? Mais l'ingratitude. À un moment, vous allez vous dire, bah ouais, elle, je l'ai remerciée, mais dis donc, sympa quoi. Elle m'a rien donné en échange, elle m'a rien machin. Vous allez vivre l'ingratitude tout le temps, en fait. D'accord? Alors, ce qui est très important, c'est que maintenant, il faut savoir que la pièce que vous avez tirée, vous avez compris qu'il y a les deux recto-verso. Je vais vous apporter une nouvelle notion, c'est que dans le monde du manifesté, dans le monde de ce qui est physique, de ce qu'on connaît, non seulement il y a un sac de pièces géant où vous tirez des expériences, mais au-delà de ça, il faut savoir que le monde du manifesté, il fonctionne comme une télévision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez vous, si la télé est allumée ou éteinte, ça ne change rien pour vous parce que vous savez très bien que potentiellement, toutes les chaînes existent. On est bien d'accord, c'est pas parce que la télé est éteinte qu'elle n'existe pas. Okay? Ça veut dire qu'il y a des milliers de fréquences avec des milliers de possibilités de chaînes. Donc, si vous aimez la chasse ou la pêche, vous allez vous abonner à la chaîne Chasse et Pêche. Et puis le jour où vous voulez regarder un programme de chasse et pêche, vous allez prendre la télécommande, clac, j'appuie sur le bouton, et vous ne serez pas surpris de regarder chasse et pêche puisque vous l'avez demandé. On est bien d'accord? Moi, j'en ai rien à foutre de la chasse et pêche. Okay? Donc, je n'ai pas commandé le bouquet TNT chasse et pêche. Et quand bien même ce serait dans mon bouquet TNT de force, je n'appuie pas sur le bouton pour mettre chasse et pêche. Je vous mène où en vous disant ça? Là où je vous mène, c'est que le bouquet TNT qu'il y a chez vous,
ça représente directement qui vous êtes. D'accord? Les fans de foot, ils auront toutes les chaînes de sport, de machin, on est d'accord. Donc, les chaînes télé que vous avez, les trucs sur lesquels vous appuyez, ça correspond directement à qui vous êtes. Et bien, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Les événements que la vie, avec un grand V, vous envoie, ont un rapport direct avec qui vous êtes. Ça veut dire que, inconsciemment, vous appuyez sur un bouton et vous envoyez l'intention de dire « moi, je veux faire l'expérience de telle notion ». Vous appuyez sur le bouton, ça vous permet de tirer la pièce. Sauf que, souvenez-vous, elle a deux faces. Donc moi, j'en reviens à l'histoire du respect, par exemple. Moi, je n'ai pas du tout la chaîne respect. Mon mari, je peux vous dire que lui, il a la chaîne respect. Hein. Il l'a payée, c'est sûr, elle est bien au chaud chez lui. Ça veut dire quoi que je n'ai pas la chaîne respect? Ça ne veut pas dire que je ne veux pas me faire respecter. Ça veut dire que, pour moi, cette notion, elle est intégrée. C'est-à-dire que j'estime que je respecte les gens et j'estime aussi que je sais me faire respecter. Ça veut dire que inconsciemment, dans mon énergie, j'ai posé des limites et je dis, même sans parler, c'est dans ma pensée à moi, je dis voilà ce que j'admets, voilà ce que je n'admets pas. Et si jamais quelqu'un transgresse ses limites, moi je suis prête à me battre. Voilà, je sais m'imposer. Donc, ce que je dégage, c'est moi, je sais me faire respecter. Donc, il se passe quoi? Je me fais respecter. Donc, quelque part, ce n'est pas mon sujet. Je n'ai pas la chaîne télé du respect, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour revenir à l'expérience de la dame, si on lui tient à la porte et qu'on dit « mais allez-y, je vous en prie », eh bien, le jour où je fais ça à la dame et je lui dis « mais allez-y, je vous en prie » et qu'elle ne me calcule pas du tout parce qu'elle est au téléphone, mais moi, je ne me sentirais pas humiliée. Moi, je me dirais, je ramènerais peut-être ça à mon métier, où je me dirais, bah, la pauvre, elle est dans ses pensées, elle doit avoir le mental qui tourne à 15 000, voilà, quoi. Mais voilà, je me sentirais pas agressée du tout. Pareil pour si quelqu'un me fait une queue de poisson, il n'a rien contre moi. La personne qui me fait une queue de poisson, je me dirais, bah, purée, le pauvre, il va super vite, il risque de se prendre un accident, quoi. En fait, c'est juste ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que il va falloir vous poser sérieusement des questions de ce que vous vivez, quelle frustration et quelle colère vous vivez, parce que ça a un lien direct avec le bouton sur lequel vous avez appuyé, et ça a un lien direct avec la pièce recto-verso que vous avez tirée. C'est important de vous poser la question, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir quelle pièce vous avez tirée. Parce que pour les mêmes expériences de vie, il peut y avoir des sujets différents. Je vais vous donner un exemple, qui est l'exemple de la poisse. J'ai deux patientes qui sont venues me voir successivement et qui avaient la poisse. Il y a Odile et il y a Stéphanie. La première, c'était Odile. Alors, ça veut dire quoi qu'elle avait la poisse? Ça veut dire que rien n'allait dans sa vie, pas de clients, pas de chiffre d'affaires, elle se sentait toujours fatiguée, il n'y avait rien qui avançait. Vous voyez, ce genre de poisse. Et là, Odile, elle est venue me voir et elle m'a dit « Sandrine, j'ai la poisse, mais je suis certaine que c'est parce que j'ai une âme errante collée à moi, je la sens. » Alors, petit aparté sur les âmes errantes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Une âme errante, c'est en fait, il faut savoir que quand on meurt, alors c'est les expériences de mort imminente qui racontent tout ça, il est dit que quand on meurt, votre âme vous survit et on voit un tunnel de lumière avec un amour incroyable qui vous aspire dans ce tunnel de lumière. Et donc, on part dans ce tunnel. Il se trouve que certaines personnes ne le voient pas, ce tunnel, ou elles ne veulent pas le voir. Et donc, elles errent sur Terre pendant un certain temps, parfois très longtemps, avant d'accepter de le voir et de partir. Alors souvent, c'est parce qu'elles ont des choses à régler. Regardez notamment Ghost avec Patrick Swayze, c'est vrai. D'accord? C'est aussi parce que parfois, ils ne savent pas qu'ils sont morts, parce que c'est des accidents soudains, et donc ce n'est pas des vieux décrépits qui ont le temps de se préparer à leur mort, mais bim. Donc là, regardez le Sixième Sens avec Bruce Willis, d'accord? Ou alors, non mais c'est vrai, alors pour le coup, j'en parle dans mon livre, hein, des âmes errantes, donc voilà, comme ça vous pourrez approfondir le sujet. Il faut savoir aussi que chez certaines âmes errantes, ceux qui se sont suicidés, parce que dans beaucoup de religions, le suicide, c'est puni, on va en enfer.
Et donc, quand on est mort et qu'on se rend compte que finalement, il se passe quelque chose après, qu'on n'a plus de corps, mais que, bah mince, tiens, je croyais qu'il n'y avait rien, mais il se passe quelque chose. Puis là, on voit le tunnel, on se dit, ah ouais, d'accord, là, c'est l'enfer qui m'attend. Non, mais je crois que je vais rester ici, en fait, je suis vachement bien. Donc, en fait, c'est ça le truc. Donc, les âmes errantes, c'est, comment dire, des auras sans corps, d'accord, le corps est mort, qui se baladent dans un plan parallèle au nôtre. Ces gens-là, c'est comme dans le sixième sens, certains peuvent répéter ces gestes, les mêmes gestes inlassablement de la vie quotidienne, sans se rendre compte qu'ils ne sont pas dans le même plan. L'histoire de Bruce Willis avec le sixième sens, c'est tout à fait ça, d'accord? C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'en ai vu plein, d'accord, des trucs comme ça. Donc, j'en reviens à ma chère Odile qui est venue et qui m'a dit, moi, j'ai une âme errante collée à moi. Pourquoi les âmes errantes, elles collent les gens? C'est parce qu'elles ont besoin d'énergie, puis elles ont besoin de compagnie aussi. Donc, les gens, en général, ne les voient pas, mais les âmes errantes, elles ont besoin de cette compagnie. Et donc, pourquoi mon Odile, elle avait la poisse? C'est parce que c'est une énergie tellement basse, les âmes errantes, que ça fait fuir les gens. On dégage un truc qui est chelou. Et donc, les gens ne viennent pas. Donc, c'est pour ça qu'elle n'avait pas de clients ni rien du tout. Et puis, elle était tout le temps fatiguée. Elle avait des pensées noires et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un truc qui la collait à côté. Ce truc-là était mort. Elle n'était pas contente d'être morte. Donc, par télépathie, elle sentait tous ces trucs-là. C'est pour ça qu'elle n'était pas bien. D'accord? Donc, j'ai décollé l'âme errante de cette dame et je l'ai ramenée dans la lumière. Bon. 15 jours après, recoup de fil de mon Odile. Sandrine, j'ai une âme errante de nouveau. Au secours, faut me l'enlever. Ok. Donc, je décroche l'âme errante. Je la renvoie. Et puis là, elle me rappelle 15 jours après, et là, j'ai eu droit 6 fois au truc. À la 6e fois, je me suis sérieusement agacée, et là, j'ai dit, Odile, là, maintenant, on va falloir travailler sur vous, c'est juste pas possible. Elle m'a dit, mais Sandrine, mais comment ça, travailler sur moi, c'est que... Et donc, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué, Odile, vous avez demandé à ne pas voir les âmes errantes, vous avez peur des âmes errantes, vous avez dit que c'était une possibilité, qu'il y en a une qui vous colle. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez appuyé sur le bouton de la chaîne. Alors, le bouton de la chaîne, c'est moi, je ne veux pas voir les âmes errantes, on est bien d'accord. Ah, mais oui, on a dans un sac de pièces. Donc, quand on tire, je ne veux pas voir les âmes errantes, on a quoi de l'autre côté? Mais allez-y, je vous en prie, venez chez moi, tout est grand ouvert, allez, c'est parti. C'était ça qu'elle avait fait. Elle avait appuyé sur le bouton. Je ne veux pas d'âmes errantes, mais quand tu tires la pièce de l'autre côté, il y a... je les vois, les âmes errantes. Donc, je lui ai expliqué à ma chère Odile, votre problème sera réglé le jour où vous vous direz, oui, ça existe, mais c'est plus pour moi. Je n'en ai plus rien à faire. Ça ne m'intéresse pas. Elles ne peuvent pas me coller parce qu'elles ont qu'à aller ailleurs. C'est pas mon problème. Elle a fini par le comprendre. Je l'ai revu 2-3 fois après. Je n'ai plus jamais eu de conversation sur ce sujet avec elle. C'était terminé. Elle avait remis la pièce dans le sac et puis elle était passée à autre chose. Donc ça, c'est un truc qui est super important parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des perceptions. Beaucoup de gens sur Facebook et YouTube d'ailleurs me demandent comment on fait pour les dégager. Ça, c'est ma réponse. C'est que c'est vous qui avez appuyé sur le bouton. Donc à un moment, il faut que vous décrétiez au fond de vous que vous n'en avez rien à faire. Ce n'est pas le problème. Le jour où vous direz ça, elles ne peuvent pas rester collées à vous. Et d'ailleurs, juste petit aparté aussi, quand des fois il y a des personnes qui me mettent des messages en me disant « Au secours, je sens des trucs qui me frôlent, je sens du froid, qu'est-ce que je fais? Au secours, je panique et tout », je rappelle que c'est ni plus ni moins des anciens humains qui ont juste plus de corps. Et souvent, je dis à ces gens, mais un SDF bourré qui est dans la rue puis qui harangue tout le monde et qui vient vers vous pour vous voir, vous faites quoi? Les gens, souvent, ils me répondent, je l'ignore, hein, comme ça, il n'aura pas envie de venir vers moi. Je dis, voilà la réponse. C'est exactement la même chose. Si vous sentez un truc chelou et que vous subodorez que ce soit une entité ou quoi, je l'ignore. C'est pas mon problème. J'ai pas appuyé sur le bouton de la télé. D'accord? Alors, je reprends mon deuxième exemple de la poisse avec maintenant Stéphanie. Stéphanie, elle est venue après, exactement même problème, donc pas de clients, pas de chiffre d'affaires, très fatiguée, mais vraiment même chose, même symptôme. Et comme je venais de faire l'expérience de Odile, je lui pose la question. Je lui dis, Stéphanie, vous croyez qu'il y a une âme errante qui pourrait vous coller et vous pomper votre énergie? Elle explose de rire. Elle me dit, quoi? Je lui répète une âme errante. Elle me dit, mais c'est quoi ce truc? Non, mais n'importe quoi. Non, mais ça va pas, non?
Donc là, j'ai dit, ok, parfait, c'est sûr qu'elle en a pas. J'ai vérifié, bien évidemment, elle n'avait pas d'Amérande. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la chaîne télé, elle ne savait même pas que ça existait. Donc bien évidemment, elle n'en avait pas qui la collait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée creuser la vie de Stéphanie pour essayer de comprendre c'est quoi la pièce qu'elle avait tirée du sac. Et en creusant la vie de Stéphanie, je me suis rendu compte qu'elle avait un père qui lui avait dit « T'arriveras jamais à rien, t'es nul ». Et d'ailleurs, alors, il lui a dit ça toute son enfance, mais il continue à lui dire pendant qu'elle était adulte. Donc ça, c'était terrible. Alors Stéphanie, elle, du coup, elle s'est construite sur quoi? Elle s'est dit « Moi, je veux vivre le succès. Parce que je veux lui prouver que je vais y arriver. » Donc elle avait fait quoi? Elle avait tiré la pièce « Succès ». Mais en tirant la pièce succès, elle avait attiré à elle l'opposé, qui était l'échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, dans sa vie, elle voulait, le succès, elle le voulait. Mais par la loi d'attraction, quand on veut désespérément un truc, en réalité, on dégage une énergie tellement mauvaise qu'on attire l'opposé. En réalité, je veux le succès, ça disait quoi dans sa tête? C'est j'ai peur de l'échec. C'est ça la vraie phrase. J'ai peur de l'échec. Donc, qu'est-ce qu'elle attire à elle? L'échec. Donc, sa fameuse poisse, c'était simplement le fait qu'elle était un échec vivant. C'est pour ça qu'elle n'avait pas de clients, parce que c'est ce que les gens ressentaient d'elle. Non, mais je ne signe pas avec cette fille-là pour un contrat. Attends, elle a l'air poisseuse, laisse tomber. Elle dégage un truc chelou. Non, mais c'est vraiment ça. Et puis, la mésestime de soi engendrée par cet échec, c'était ça qui faisait qu'elle avait des mauvaises vibrations, qu'elle était fatiguée tout le temps. Donc, on comprend qu'avec la même situation de poisse, ça n'a rien à voir les pièces que les gens ont tirées. Donc ce qui est important, c'est que maintenant vous alliez voir les expériences que la vie vous envoie, mais il n'y a que vous qui pouvez vraiment analyser c'est quoi la pièce que vous avez tirée. C'est-à-dire, pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis frustrée par rapport à cette expérience? Comment ça résonne en moi? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi d'un seul coup j'ai cette frustration-là? C'est ça qu'il y a à comprendre. Et plus vous aurez des répétitions, plus ce sera le sujet. Donc c'est là où il faut vous poser des questions. C'est les schémas à répétition. Alors, je vais vous donner l'exemple de Paul par rapport au schéma à répétition, parce que justement, comment on fait quand ce problème vous agace énormément et qu'est-ce qu'on en fait justement? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce schéma à répétition et ce problème qui vous agace, c'est ce que vous avez à vivre. Et donc, comment on le règle? Comment on fait pour que d'un seul coup on se dise bah, « ça y est, je l'ai vécu, je le remets dans la pièce ?» Vous n'avez pas d'autre choix que de le vivre de A à Z, recto, verso, pour pouvoir vous situer sur la règle et dire « eh ben, maintenant c'est fini, je sais où je me situe, je remets la pièce dans le sac de pièces et j'en tire une autre parce que on n'a jamais fini. Hein. Quand on est sur Terre pour expérimenter, de toute façon, une fois qu'on a fini une pièce, on en retire une autre. Je vous le dis tout de suite, vous ne serez jamais peinardos. Ça, c'est sûr. Donc, je vais vous donner l'exemple de Paul pour vous expliquer comment on vit concrètement cette expérience-là et comment on fait justement pour s'en débarrasser. Paul, quand il vient me voir, c'est un vraiment beau jeune homme extrêmement intelligent. Sauf que son trip à lui, à Paul, c'est le contrôle. Alors lui, il faut qu'il contrôle tout. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il fait des listes de choses à faire avec des timings très précis. Et donc, ça veut dire qu'il fait des listes à sa compagne. Alors, je ne vous dis pas le stress à la maison pour la pauvre qui est obligée de se plier à ces listes-là. Sauf que pourquoi il vient me consulter? C'est parce que cette envie de contrôle crée une angoisse telle qu'il commence à se noyer dans ses listes. C'est-à-dire qu'il était incapable de hiérarchiser tout ce qu'il avait à faire. Mais c'était une telle angoisse qu'il avait développé des tocs. C'est-à-dire qu'il regardait 10 fois par jour s'il avait fermé la porte d'entrée, il regardait 10 fois par jour s'il avait bien mis le réveil, et il avait même acheté un frigo qui bip pour pas qu'il s'ouvre, et que même malgré ça, il regardait 10 fois par jour si le frigo était ouvert ou fermé. Donc c'est pour vous dire à quel point il était dans le contrôle. D'accord? Alors, je lui ai soumis une petite simulation. Je lui ai dit, Paul, imaginons que vous êtes en voiture, et puis
là, il y a le GPS qui bip et qui vous dit d'un seul coup, ben, vous avez 1 heure de retard. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, Paul, il me dit, oh ben non, mais moi, je fais encore plus de listes. Il me dit, mais vous vous rendez pas compte, 1 heure de retard? Mais là, je planifie tout, je recommence tout mon planning, j'appelle ma femme, je lui fais des listes à elle, il faut absolument qu'on rattrape toute l'heure et tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon gars, là, qui était contrôle lâcher prise sur la règle, comment il réglait son problème de contrôle? Par encore plus de contrôle, par un contrôle encore plus drastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, il refusait de se situer sur la règle. Quand on refuse de se situer sur la règle, ça veut dire qu'il fallait qu'il s'attende à ce que l'univers lui envoie des scénarios où tout allait échapper à son contrôle en permanence. Parce que justement, il refusait de vivre le lâcher-prise. Et c'est justement pour ça qu'il était dans l'angoisse, parce qu'on sait très bien que dans l'univers, on ne peut pas contrôler les choses. C'est juste pas possible. Et donc, pour que Paul s'en sorte dans cette histoire, concrètement, il aurait fallu quoi? Si je refais mon histoire de la simulation avec l'heure de retard, bip, 1 heure de retard, ça annonce. Mon Paul, il aurait dû dire quoi? Il aurait dû dire « Oh, 1 heure de retard! Oh, purée! Non, mais attends, tu sais quoi? On est dans Paris, il y a des bouchons tout le temps. Je vais appeler mon client et puis je vais lui dire que ou bien je viens pas ou que j'ai 1 heure de retard. Puis tu sais quoi? Je suis crevée. Je fais demi-tour, je vais à la maison, puis j'en profite pour dormir. » Ou alors, il aurait très bien pu dire « Ah, 1 heure de retard! Bah écoute, j'appelle mon client, puis tu sais quoi? Il n'y a pas de hasard. Eh ben moi, il y a un truc YouTube que je devais regarder depuis 15 ans, j'ai pas le temps. Eh ben je vais tuer le temps dans ma voiture, puis je vais le regarder. Merci la vie. » Ah ben là, on est dans une situation de lâcher prise en réalité. Donc, on le vit 1 ou 2 fois, et puis après, réglé. Merci, au revoir, je me désabonne à la chaîne, je remets la pièce et j'en tire une autre parce que je sais où me situer par rapport à ça. Si vous répétez toujours le même schéma, ça veut dire que vous êtes toujours dans la même ornière et vous n'avez pas compris la leçon. À chaque fois que la vie vous enverra plus ou moins le même schéma, faites un pas de côté à chaque fois. J'ai essayé ça, non, ça n'a pas marché. Je vais essayer autre chose, et puis encore autre chose. Comment je réagis par rapport à chaque situation? Et l'idée, c'est de vous décaler et d'essayer de vous situer sur cette règle-là. Et puis surtout, si vous arrivez vraiment à mettre un mot sur la notion qui vous touche personnellement, j'ai une amie qui est venue me voir il n'y a pas longtemps, en même temps, la vie lui a envoyé son meilleur ami et son petit copain du moment qui lui disait t'es trop bien. Alors son petit copain lui a dit t'es trop bien pour moi, alors je te quitte. Voilà, super. Puis le meilleur ami, c'était à peu près le même genre de truc. Mais elle, sa pièce du moment, c'était je veux être adulée, je veux qu'on m'aime. Mais en fait, elle avait attiré quoi? Le rejet. Donc en fait, il fallait qu'elle se situe sur ce truc-là. C'est pareil. À un moment, faut le vivre, ce rejet. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, vivre un truc? Ça veut dire dire, je te vois, là, je vois ce que ça fait en moi. Je ressens ce rejet-là. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Pourquoi? Et donc, ce qui est important, c'est d'aller chez un thérapeute, si vous n'y arrivez pas tout seul, et aller chercher ce que ça fait en vous. Faites bouger les lignes. Positionnez-vous sur les 2 pôles. Faites bouger les lignes pour pouvoir à un moment vous situer dessus. Et une fois que c'est fait, là, on peut remettre la pièce. D'accord? Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est qu'on peut quand même s'extraire du plomb de la dualité du chiffre 2. Souvenez-vous, j'ai commencé avec le chiffre 1, maintenant je suis au chiffre 2. C'est en passant au chiffre 3. Alors, ça ne vous empêchera pas de vivre le chiffre 2. On ne peut pas y échapper, d'accord? C'est la vie, voilà, c'est comme ça. Mais, on peut passer au chiffre 3 et on peut passer à un autre plan. Le plan du chiffre 3, c'est le plan qu'on appelle de la vérité trine, le plan des triptyques parfaits ou le plan de l'équilibre parfait. Je vais vous donner des exemples de ces plans de l'équilibre parfait et d'un seul coup, vous allez vous dire « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. » Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Passé, présent, futur. Avant, maintenant, après. L'eau, source de toute vie, elle a 3 états. Solide, liquide, gazeux. Dans la psychanalyse, on parlera du ça, du moi et du surmoi, ou alors du subconscient, du conscient et du supraconscient. En physique, chez les physiciens, il y a la matière, l'énergie et l'éther.
Et enfin, en spiritualité, corps, mental, âme. Vous remarquerez que dans les triptyques parfaits, une chose n'est pas définie par son contraire comme dans le plan 2 de la dualité. Avant, maintenant, après, il n'y a pas de contraire. Hein. C'est des notions qui sont interdépendantes. Corps, mental, âme, interdépendants. Solide, liquide, gazeux, pareil. En fait, c'est des évolutions en cycle. D'accord? Et dans ces notions-là, on se change de l'intérieur. C'est des notions où, en fait, vous avez la possibilité de vous changer de l'intérieur pour changer votre vibration. Et donc, comme vous changez votre vibration, vous changez ce qu'il y a autour de vous parce que le monde s'accorde à votre vibration. Donc là, on en revient au livre « L'énergie pour guérir ». C'est pour ça que je suis content que vous l'ayez lu. Parce que pour échapper au plan du 2, je note pas le fait que vous deviez le vivre. Mais si vous passez en plan 3, vous êtes sur un autre domaine avec une autre vibration, sur un domaine, comment dire, un plan supérieur, qui va vous permettre de vivre mieux le monde de la dualité. Et donc, j'ai fait un petit post sur le mental il n'y a pas longtemps sur YouTube. Il va falloir agir sur les leviers corps, mental, âme. Vous n'avez pas le choix. Ça, c'est le triptyque parfait pour se soigner de l'intérieur. Et c'est le sujet du livre « L'énergie pour guérir », justement. Un des leviers, c'est sur l'âme. Je donne un exemple. Pour toutes les personnes qui viennent et justement qui vivent le chaos dans leur vie au quotidien, souvent je leur pose la question, je leur dis « Mais qu'est-ce qui vous met en joie ?» Et les gens me disent « Bah rien Sandrine, c'est justement pour ça que je viens de voir. » Pour ceux qui n'ont pas vu le post sur le mental, l'exercice consiste en la chose suivante. On divise une feuille en deux. À gauche, vous allez mettre toutes les émotions négatives. C'est quoi les émotions négatives? C'est ce qui vous met la boule au ventre, ce qui vous plombe, ce qui vous trouble l'esprit. Et à droite, on va mettre toutes les émotions positives. C'est ce qui vous nourrit, ce qui fait que vous êtes super bien, d'accord? Eh bien, faites le test chez vous. Vraiment, faites-le. Vous allez être surpris. Vous allez remarquer une chose. C'est que spontanément, vous allez mettre des tonnes d'émotions négatives. Et puis les émotions positives, ben alors là, mais vous allez vous creuser la tête. Je peux vous dire, vous allez me trouver la joie, le bonheur et l'amour. Allez, la gratitude, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Et là, vous allez sérieusement commencer à sécher. Alors, justement, je vais vous faire une petite liste. Elles vont vous venir toutes seules, celles-là, les négatives. Colère, rancœur, peur, tristesse, désespoir, agressivité, culpabilité, honte, égoïsme, pessimisme, envie, jalousie, mensonge, impatience, détresse, chagrin, racisme, être pingre, la dépendance, la haine, le mépris, ironie, sadisme, confusion, tourment, avidité, amour-propre, malveillance, orgueil, angoisse, contrôle. Il y en a encore plein, hein, d'accord? Allez, du côté positif, je vous en ai donné déjà quelques-uns. Joie, amour, gratitude, générosité, courage, compassion, empathie, optimisme, vérité, découverte, entraide, bienveillance, bonté, fraternité, amitié, créativité, confiance, sérénité, admiration, enthousiasme, humilité, détachement. Il y en a quand même, hein, et puis on peut encore chercher, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, surtout quand on vit quelque chose de difficile, les émotions négatives, elles s'auto-alimentent toutes seules. Elles n'ont pas besoin de vous. En revanche, les émotions de l'âme, ce qui est beau, ce qui vous nourrit, elles nécessitent quelque chose d'actif chez vous. Ça veut dire qu'il faut aller les chercher. Donc, chez ceux qui ne se sentent pas bien, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller activement chercher 3 joies de la journée. Ça peut être des choses bêtes, mais vous vous débrouillez comme vous voulez. Il faut trouver 3 joies de la journée. Alors ça peut être le sourire d'un petit papy, le sourire d'un enfant, déguster une pâtisserie que vous aimez bien, un coucher de soleil. À vous de chercher. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que le soir, avant de vous coucher, faire le bilan de votre journée et de vous dire c'était quoi mes 3 joies. Premièrement, parce que ça va contrebalancer les choses difficiles que vous vivez, et en plus parce que vous allez vous endormir sur une vibration qui est positive. Donc vous allez mieux dormir, vous allez mieux vous réveiller. Et puis deuxièmement aussi, c'est parce que quand vous allez vous réveiller et que vous savez que vous devez chercher les 3 joies de la journée, ça va changer votre façon d'appréhender la vie. Parce que là, vous allez moins vous plaindre en vous disant « ils font chier mon collègue, ils m'emmerdent et tout ça », parce que là, vous n'êtes pas dans la joie. « Ah ouais, mais là, il faut que j'aille la trouver, la joie. Alors je fais comment Je vais à la machine à café, puis je vais essayer de parler différemment à mon collègue parce que
il faut que je trouve un truc. D'accord? Donc forcément, vous changez votre vibration déjà. Je vais juste mentionner rapidement le reste qu'il y a dans le livre parce que vous n'avez plus qu'à le relire. Il y a des leviers sur le corps, donc sortir, s'ancrer et se connecter à la terre, c'est très bon. Respirer, faites gaffe parce que ceux qui ne vont pas bien respirent mal. Ça, c'est une chose. Manger en pleine conscience et pas manger comme une poubelle. Voilà. Et faire du sport. Bon, vous irez re-regarder, mais ça va vous parler. Et après, il y a tous les leviers sur le mental. Corps, mental, âme. D'accord? Le plus important pour vous, quel que soit ce que vous vivez dans le plan 2, on en revient encore à ça, c'est de travailler sur le mental. Alors, il y a notamment la méditation que vous allez trouver dans tous les trucs, stages de gestion d'entreprise, tous les livres qui vont vous parler de comment travailler justement sur le stress. On va vous parler de méditation. Pourquoi? Parce que ça vous permet de revenir à l'intérieur et de gérer les émotions. Ça a été prouvé scientifiquement que ça modifie la chimie du cerveau, que ça active des zones différentes. Donc ça, vous le savez. Je parle dans le livre d'un truc qui est très bien aussi, c'est le tableau des peurs. Le tableau des peurs, c'est faire un tableau où à chaque fois vous allez consigner les choses difficiles que vous vivez. Non seulement vous les consignez, mais vous allez leur donner une note d'intensité. Vous allez dire qu'est-ce qui a été le déclencheur, essayer de chercher le déclencheur, et vous allez noter aussi qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'enlever, et voir s'il y a des schémas qui se dégagent de ça. Et au-delà de ça, comme le mental est observé, le simple fait de commencer à faire ces tableaux, à l'intérieur de vous, la partie du mental là, qui est en train de déconner un petit peu, elle se dit « Ah ouais, non, mais non, là, j'ai plus la même puissance parce que là, je suis observée. Donc, je ne peux plus faire ce que je veux. » Donc là, ça commence déjà à aller mieux chez vous, rien qu'en faisant le tableau. Et puis enfin, il y a un autre truc qui est bien, que je vous recommande de faire pour gérer justement toutes ces choses qui sont difficiles au quotidien, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est quoi? C'est utiliser un des 5 sens pour être présent à ce qu'on fait. Parce que vous savez que le mental, c'est ce qui vous sort de ici maintenant. Or, la seule chose réelle et concrète que vous vivez, c'est maintenant. Donc, dès que ça ne va pas et que vous êtes dans des émotions toxiques, revenir à un des 5 sens, c'est comme dire « pince-moi, je rêve ». Quand on vous pince, en fait, vous revenez dans votre corps. C'est pour ça d'ailleurs que les médecins, quand ils font une piqûre aux enfants, ils pincent à un endroit et piquent à l'autre. Ils détournent le mental, en fait. Ils détournent la peur. D'accord? Pince-moi, je rêve, c'est une expression populaire, mais c'est pas faux. Pince-moi, je rêve, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis dans le mental, dans mes émotions, tout ça. Et si on me pince, je reviens dans mon corps. Donc ça veut dire que vous allez devoir utiliser un des 5 sens pour d'un seul coup, imaginons c'est la peur, vous avez de la peur qui est générée ou de la colère par un truc que vous vivez, et bien en utilisant un des 5 sens, vous allez d'un seul coup revenir dans l'observation du corps, et puis là votre peur, elle va partir. Alors je vais vous donner un exemple que vous connaissez très bien. Un enfant qui se roule par terre et qui fait une crise. Si vous lui criez dessus en disant « Terre, roule pas par terre !» je pense que vous allez vraiment empirer les choses. Maintenant, si vous dites « Oh, regarde, il y a un papillon bleu !» il va se lever tout de suite, il va aller regarder le papillon. Puis au bout de 2 secondes, vous allez lui dire « C'était quoi ton problème ?» Puis là, l'enfant, il va vous dire tout calmement « Ben en fait, c'est passé machin, machin. » Pourquoi? Parce que vous aurez fait ça. Vous aurez utilisé un des 5 sens. D'accord? Alors, maintenant, je voudrais vous expliquer concrètement comment on fait quand la vie vous envoie quelque chose de difficile. Je vais vous donner l'exemple que j'ai vécu moi cet été avec ma maman. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la vie vous envoie quelque chose de difficile, vous n'avez pas d'autre choix que de vivre concrètement le plan du 2, le plan de la dualité. Je vous l'ai expliqué, parce que sinon, vous ne pouvez pas remettre la pièce dans le sac. Mais vous passez en plan 3. Alors, voilà ce qui s'est passé moi cet été chez ma mère. Ma mère, ça fait 30 ans qu'elle est en dépression, et elle est gouvernée par les TOC. Mais à un point, c'était juste... Donc, quand je l'ai vue faire tous ces TOC chez elle, ça a généré chez moi un stress et une colère, même une frustration. Alors, ce que je me suis dit, c'est dans le plan 2, dans le plan de cette dualité, qu'est-ce que ça va chercher chez moi, cette colère? Pourquoi j'éprouve de la colère? C'est quoi mon sujet? J'ai tiré quelle pièce? Donc c'était important que je me cobaye, je devienne mon propre cobaye et que je me dise, mais c'est quoi mon problème en fait? Et en réfléchissant bien,
je me suis rendu compte que mon problème, c'est que je suis une sauveuse. J'ai tiré la pièce sauveuse parce que je suis une thérapeute. Donc quand les gens viennent chez moi, je vois le bout A de la réglette, le trou horrible dans lequel ils se sont fourrés, qui sont pas bien. Je vois le point B, la santé parfaite. Je vois toute la réglette et je sais exactement comment les amener de A à B. Sauf que eux, ils sont juste dans A. Et puis ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie d'évoluer. Et donc moi, je vis une frustration permanente parce que, en réalité, je veux me polariser sur juste sauveuse, mais j'ai oublié qu'il fallait que je vive de l'autre côté de la pièce, et je ne peux pas aider les gens. Quelqu'un qui ne veut pas être aidé, je ne peux pas l'aider. Donc je dois le vivre, ça. Donc c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma mère, quand je la vois faire ses trucs, c'est important que je me dise, bah ouais, Sandrine, travaille dessus. T'as pas à l'aider. Elle veut pas être aidée. Elle veut même pas entendre quand tu lui dis que t'as des tocs. Donc à un moment, faut que je le travaille, ça. Faut que je l'admette. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais maintenant, ce qui est important à comprendre, quand vous vivez quelque chose de difficile dans le plan de la dualité, c'est qu'il ne faut pas être comme Paul et refouler les choses. Il faut l'accepter. L'accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez donner une consistance à votre colère ou votre frustration. Moi, la colère, quand elle venait chez ma mère, c'était un petit personnage. Je lui disais, c'est quoi, je te vois là, je te vois. Et en plus, je sais ce que tu es en train de me faire dans mon corps. Je sens que là, j'ai la boule au ventre, j'ai les boules, ça grince à l'intérieur de moi, je suis pas bien. Donc, il y avait un dialogue. Je lui disais, je t'accueille, je te vois. Mais après, qu'est-ce que je faisais? Je lui parlais comme on parle fermement à un enfant pendant que vous êtes au téléphone, quand l'enfant vient vous emmerder. Je lui dis, tu sais quoi, là, maintenant, tu vas être gentil, mais c'est mon moment. Là, maintenant, c'est ma pleine conscience. Je vais rentrer dans mon corps. Au revoir. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Ma mère, elle continuait de faire ses tocs. Et puis moi, ma pleine conscience que j'avais trouvée, c'est que je m'amusais à sentir l'air qui passait dans mon nez, mais j'avais poussé le détail à me dire, est-ce que je sens les poils qui bougent? Et j'avais même poussé le détail à me dire, est-ce que je sens l'air qui passe ici, à la commissure des lèvres? Ah, mais je peux te dire, alors là, il faut être vraiment dans la pleine conscience, hein, parce que là, vous n'y arrivez pas, hein, si vous n'êtes pas dedans. Hein. Et mais c'était dingue, parce que j'étais normale à côté d'elle, elle ne voyait pas du tout ce qui se tramait dans ma tête. Mais moi, par contre, ma petite colère là qui était là, mais elle se dégonflait comme une baudruche. Et donc, j'ai passé 10 jours chez elle, où tous les matins, je me levais, j'étais là, allez, laboratoire géant, aujourd'hui, je suis encore le cobaye. Mais c'était ça. De toute façon, vous n'avez pas de choix. J'ai pas de levier. Moi, j'avais pas de levier. Je pouvais pas agir. Je pouvais pas l'aider. Quand vous avez la vie qui vous envoie des trucs, c'est la même chose. La plupart du temps, vous n'avez pas de levier sur l'action qu'on vous envoie. Donc, il faut aller voir comment ça résonne en vous en plan 2. C'est quoi la pièce que vous avez trouvée, que vous avez tirée. Mais au-delà de ça, vous passez direct en plan 3. C'est comment je me cobaïse, comment je gère ça de l'intérieur. Et puis, le reste du plan 2, ça se fera à un moment ou à un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Dernière petite question que vous risquez de me poser, c'est oui, mais comment on fait quand la vie elle vous envoie des épreuves terribles? Quand elle vous envoie un cancer, quand elle vous envoie le décès d'un enfant, la mort prématurée d'un proche, comment on fait quand c'est aussi horrible que ça? Et moi, la réponse que je donne aux gens, c'est malheureusement, on ne sait pas. On voit tous les choses par le petit bout de notre lorgnette, avec nos expériences, avec notre vie, mais en fait, on n'a pas le grand plan divin. On n'a pas une vision à 360 degrés. On ne sait pas tout. Peut-être que quand vous étiez là-haut, vous avez déterminé cet événement parce que vous aviez justement quelque chose à apprendre de ça. Donc, la plus grande illusion du mental qui veut absolument comprendre, c'est de croire qu'il y a quelque chose à faire. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous n'êtes pas un faire humain, vous êtes un être humain. Donc, quelle que soit l'horreur que la vie vous envoie, en réalité, vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter et d'aller voir qu'est-ce que ça va chercher chez vous, cet événement. Pourquoi ça vous cause une tristesse pareille? Pourquoi ça vous cause une colère? Et qu'est-ce que ça va chercher comme blessure chez vous? Parce que ce sera différent pour chaque personne. Et donc, vous n'avez pas d'autre choix qu'après de passer en plan 3 et de vous cobaïser. Il faut juste accueillir, c'est juste là. Et j'ai fini, merci de m'avoir écouté.